TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 16, aussi appelé l'épisode Charles Leclerc. Oui, puisque c'est le numéro de course du pilote monégasque qui est en Formule 1 depuis la saison dernière, donc depuis 2018. Leclerc a parcouru toutes les catégories juniors en les remportant. Il a été champion en GP3 en 2016 et en Formule 2 en 2017, avant de se joindre à Sauber en 2018 et en plus d'obtenir la promotion chez Ferrari en 2019 où son meilleur résultat est une deuxième place. Il est passé proche de la victoire, mais comme académie de pilote de l'académie des jeunes pilotes de Ferrari, ce n'est qu'une question de temps. Au menu cette semaine, c'est un épisode assez spécial aujourd'hui, puisque c'est le bilan de mi-saison de la 2019 de Formule 1. Enfin bon, peut-être pas si mi-saison que ça, parce qu'il y a déjà 12 courses de compléter sur 21, donc on a dépassé un petit peu la mi-saison, mais comme ce sont les vacances en F1, ben on en a profité pour faire un bilan de mi-saison à la saveur du bulletin F1, vous allez comprendre pourquoi. Et on va revenir dans notre segment En route vers la F1 sur la W Series, le championnat 100% féminin, dont la dernière course a eu lieu cette fin de semaine à Brands Hatch en Angleterre, qui allait être championne du monde, championne de la série entre Jamie Chadwick et Beitske Wessel. Découvrez-le en toute fin d'émission. Et pour parler du bilan et de la W Series, j'ai avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Plus ou moins bien, j'ai un petit rhume, donc vous allez comprendre pourquoi j'ai la voix un peu différente qu'à l'habitude. Si ça ne fait pas changement, ben tant mieux. Mais c'est ça, c'est juste pour vous dire que j'ai un mal de gorge en plein mois d'août, ce qui est... Pour l'instant, c'est pas si pire. Très rare. C'est pas si pire, c'est pas comme si c'était un changement de saison. Bref, on va commencer sans plus tarder avec un bilan de mi-saison, mais avant tout, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs et c'est un départ. Alors, 12 épreuves ont été complétées sur les 21. La Formule 1 est présentement en vacances, mais ça ne nous empêche pas, au bulletin F1, de faire une petite récapitulation vraiment spéciale. Je vous explique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord faire les évaluations de mi-saison, donc Marc-André et moi, ainsi que ceux des internautes. Et ensuite, on va aller écurie par écurie. On va donner des notes aux pilotes, comme on le fait sur notre site bulletinf1.com après chaque Grand Prix. Donc, on donne des notes aux pilotes tout dépendamment de la course. On va aussi parler brièvement de leurs moments forts, leurs moments moins forts de l'année. Et c'est pas mal ça. Donc, on a 20 pilotes, 10 écuries. On va pas parler nécessairement des écuries, mais on va se concentrer un peu plus sur les pilotes. T'es d'accord avec moi, Marc-André? Tout à fait d'accord. Excellent. Donc, on va pouvoir donner le mérite aux gens qui sont en contrôle. Excellent. Ceux qui sont en contrôle, effectivement. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec l'équipe qui mène le championnat. À tout seigneur, tout honneur, les champions en titre.
Mercedes avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Attendez, avant de parler de Mercedes, excusez-moi, je vais aller avec les performances, contre-performances et moments cocasses de la mi-saison. J'ai complètement oublié. Je pense que je suis déjà fatigué en partant. Ça va pas bien mon affaire. Donc, juste pour me reposer, Marc-André, on va commencer avec tes évaluations. Bien sûr. Dans ma performance du jour, de mi-saison, je le donnerai à Verstappen, qui a été, selon moi, le meilleur pilote depuis le début de la saison, même si le départ avec sa Red Bull a été difficile, dû justement à un châssis peut-être moins bien développé. Plus la saison avançait, plus Verstappen était dominant, et c'est vraiment lui qui a créé le spectacle en fin d'année avec sa Red Bull, qui a été complètement incroyable, avec 2 victoires en 3 Grands Prix. Et puis on peut donner aussi une mention honorable à McLaren, qui a vraiment surpassé les attentes autant de leurs partisans que du monde de la F1 en tant que tel. Excellent, oui, je suis complètement d'accord avec toi, avec Verstappen et McLaren qui méritent tout autant les mérites, puis surtout avec des changements autant à l'interne chez McLaren que chez Red Bull, un changement de moteur, une nouvelle direction aussi. Ça fait du bien de voir ces deux-là vraiment monter en puissance. Exactement. Sinon, la contre-performance du jour, je pense qu'on ne peut pas ne pas la donner à Az, qui, Grand Prix après Grand Prix, les pilotes soit se rentraient dedans ou avaient beaucoup de difficultés à trouver justement un point de développement à faire. Donc, présentement, chez Az, je pense qu'on le répète pas mal à chaque podcast, mais c'est l'inconnu chez Az, donc c'est certain pour ça, on peut pas leur donner une bonne performance. La voiture n'est pas au point où la voiture est présentement. Elle n'est pas en développement, mais plus en récession. Donc c'est certain que pour Az, c'est pas positif, là. Oui, complètement d'accord. Puis on ne parlera pas de leur commanditaire principal parce que pour ceux qui ne savent pas, depuis le début de l'année, Rich Energy, une pseudo compagnie de boissons énergisantes, est devenue le commanditaire principal de Haas, mais qui aurait pu être le partenaire principal de Williams cette année et qui a même tenté de racheter Force India lorsque l'équipe dirigée par Vijay Mallya était en administration. Donc, ils ont fait leur show cette année sur les réseaux sociaux. Alors, ça ajoute à la contre-performance de Marc-André. Sinon, on va sûrement en reparler grandement, mais je pense que Gasly est un candidat pour cette contre-performance du jour, mais je pense qu'on va en parler beaucoup plus tantôt, donc on va garder ça pour plus tard. Ouais, puis en plus, au moment d'enregistrer l'épisode, ben on s'est tous levés avec une bombe. Mais ça, on vous garde ça lorsqu'on va parler de Red Bull. Et le moment cocasse, je pense qu'on en a eu plusieurs durant l'année, mais j'ai décidé d'y aller avec le fou rire de Norris en conférence de presse avec Hamilton et en fait avec Ricardo, mais Hamilton était aussi impliqué dans ce fou rire, donc j'ai décidé d'aller avec ce moment il y a quelques semaines déjà. Oui, pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne, en prélude du Grand Prix de Grande-Bretagne exactement. Donc, allez voir ça sur YouTube, c'est disponible et c'est vraiment, vraiment drôle. Ah ouais, c'est difficile de pas rire avec eux, là. Exactement. Alors, on va passer maintenant aux miennes. Performance de la mi-saison. J'ai décidé d'aller probablement avec un pilote qui, lors du Grand Prix d'Hongrie, n'a pas eu de couverture. C'est Carlos Sainz, qui, ma foi, après un début de saison assez malchanceux, est pour moi, comme j'ai dit, dans le top 5 des meilleurs pilotes cette année. Excellent, constant,
ramène énormément de points cette année. Alors, Carlos Sainz cette année, excellent. Puis en plus, il est officiellement pilote libre de toute activité de Red Bull depuis la fin de l'année 2018. Donc, c'est sa première année en tant que pilote non Red Bull. Sinon, la contre-performance de mi-saison, j'ai décidé d'y aller avec quelque chose un peu plus émouvant. Et ça a commencé l'année du mauvais pied. C'est le décès de Charlie Whiting, qui est décédé un jour avant les premiers tours de roue de la Formule 1, de la saison 2019 de Formule 1 en Australie, déçu d'une embolie pulmonaire. Puis Charlie Whiting, pour ceux qui ne savent pas, c'était le directeur de course de Formule 1. C'est lui qui s'occupait des règles de Formule 1, de donner le départ. C'était en fait un commissaire, comme un peu ce que Gary Bettman l'est au hockey, Adam Silver au basketball, Roger Goodell à la NFL. Bref, lui c'était un peu un commissaire, mais qui s'occupait des pilotes en fait. Puis il avait gagné la confiance des pilotes parce qu'il demandait tout le temps si tel truc était correct. Dans les quelques briefings qu'on a vus il y a quelques années, il les animait avec écoute, passion. En fait, Charlie Whiting, c'était un passionné. Et surtout qu'il a commencé en tant qu'ingénieur chez Brabham avec Nelson Piquet, Bernie Ecclestone. Donc, il connaît les rouages de la Formule 1. Donc, il sait ce qu'il fait. Et c'est pour ça que la majorité des pilotes l'ont aimé. Et même les fans, parce qu'il était quelqu'un de très intègre. Donc, exact. Donc, c'est un décès qui nous a tous touchés, en fait, dans l'univers de la Formule 1. Ça, et évidemment, le décès de Niki Lauda avant le Grand Prix de Monaco. Deux grosses pertes pour la F1 cette année, quand même. Oui, puis ensuite... Et puis la troisième aussi avec Jean-Paul Driot, parce que lui, qui était le fondateur de l'équipe Dams, qui a aidé quand même plusieurs pilotes de Formule 1 à se rendre dans la catégorie Rennes aussi, avec l'équipe. Donc... on a eu des pertes vraiment importantes dans l'univers de la Formule 1 cette année. Mais sinon, on va aller dans quelque chose de plus léger. Le moment cocasse, je voulais mettre Rich Energy, mais je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, je suis allé avec une conversation de radio qui m'a fait beaucoup rire. Et ça, c'était avant la création du podcast. C'est lors du Grand Prix de Chine, lorsque... l'ingénieur de piste de Lance Stroll lui demandait je pense, de probablement utiliser de l'énergie d'en sauver. Mais ce qu'il faisait, Stroll, c'est qu'il il appuyait sur le bouton de la radio parce que je pense que le bouton d'énergie en question était à côté. Puis tu as l'ingénieur de piste qui dit You're pressing the wrong button, Lance. Tu pèses sur le mauvais piton. Puis c'est ça qui m'a fait rire. Puis je pense qu'il l'a refait aussi en fin de course lorsqu'il a dépassé Kevin Magnussen dans le dernier tour du Grand Prix. Je pense que c'est ce qu'il a fait, mais c'est quand même une conversation radio assez drôle. Inusité, disons. Ouais, exactement. Sinon, sur les internets, on en a deux. On a Jean-Sébastien Barbeau qui m'a fait rire. Il est toujours amer envers le Grand Prix de France, qui est sa contre-performance de la mi-saison. Quel Grand Prix excellent. Et je le dis avec plein d'amour. Donc, si vous l'entendez avec ma voix, il y a du sarcasme parce que c'était la pire Grand Prix de la saison. Et je suis d'accord avec lui. Même si les derniers tours étaient pas mal ennemis avec Daniel Ricciardo, mais c'était pas le meilleur Grand Prix de la saison. Ça puis celui de la Chine aussi. Sinon, sa performance, c'est l'introduction du point du meilleur tour. Facilement la meilleure chose cette saison, parce que ça instaure un intérêt en fin de Grand Prix qui parfois en manque.
Ouais, c'est très vrai. C'est vrai, parce qu'on voit des... lors du premier Grand Prix, on a vu Bottas, Hamilton et Verstappen, qui étaient dans le top 3, s'en aller pour le point du meilleur tour. Donc, oui, ça a été quand même assez dull à certains moments, mais quand il y a eu quand il y avait ces pilotes qui tentaient le tout pour aller chercher un point supplémentaire, ça donnait un peu d'action. Un peu d'action. Et ce qui est positif aussi, c'est que la F1 tente toujours de se réinventer, malgré le fait que dans les dernières années, ça a pas mal... comment je pourrais dire ça? Les améliorations ont explosé là, avec l'arrivée de Liberty Media, mais tout de même, ils continuent à essayer d'alimenter un Grand Prix et de le rendre le plus intéressant possible. Puis ça, c'est positif autant pour les pilotes que pour les gens qui écoutent à chaque dimanche. Oui, exactement, parce que surtout nous qui sommes en Amérique du Nord, peut-être pour les courses en Europe sont quand même assez tôt, donc à 9h, 7h c'est pour le cas de la Russie, donc quand tu te lèves tôt le matin pour regarder la F1 et que le spectacle n'est pas au rendez-vous, ben c'est facile de fermer les yeux, disons. C'est facile de fermer les yeux, autant dans le sens propre que figuré. Sinon, il y a Francis Paquette qui nous dit performance de mi-saison Hamilton, Verstappen et McLaren en général. La contre-performance à Gasly, à Haas et au Grand Prix somnifère de France. Et le moment cocasse, c'est Ricardo qui recule sur Daniel Kvyat lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Et le fou rire de Lando Norris en conférence de presse lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, c'est bien vu aussi du côté de Francis pour Ricardo qui recule dans Kvyat. Puis en plus, ça a complété une fin de semaine complètement folle avec toutes les actions qui ont eu lieu avec les commissaires de piste qui ont fait quelques bourdes, entre autres. Puis aussi, sans oublier aussi la Williams de Russell qui a été endommagée par une bouche d'égout mal vissée aussi. Uh-huh. Puis en plus de ça, lorsqu'ils ont rapatrié la voiture de Russell, t'avais le bras mécanique qui s'était cassé parce que il a frappé la passerelle. Donc Ricardo qui recule dans Kvyat à Bakou, c'était la cerise sur le Sunday. Exactement. Alors, bon, on a fait nos évaluations. Là, on va parler de Mercedes. Alors, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui connaissent de très bonnes saisons. Moi, je vais commencer tout de suite avec Hamilton, Uh-huh. le championnat. Ma note, un 9. Un 9 parce que Hamilton a été très constant cette saison. Oui, il y a eu un certain moment où Bottas a haussé sa performance d'un cran, mais Hamilton a été tout le temps présent sur le podium. J'aurais voulu lui donner un 10, mais sa performance au Grand Prix d'Allemagne lui a coûté 1 point à mon avis, parce que c'était le seul moment de la saison où il a été vraiment très vulnérable. Je sais que comme moi il était malade, mais quand même il s'est vraiment laissé aller après sa mésaventure dans le virage 16 à Hockenheim et son tête à queue aussi. Et toi, Marc-André, quelle note tu lui donnes? J'ai la même note et la même explication. Wow. Écoute, Hamilton, sans défaut pratiquement, à part en Allemagne, justement, où j'aurais aimé le voir performer encore mieux sous la pluie. Mais à part ça, il y a eu, comme tu le disais aussi, la petite épisode avec Bottas où en début de saison, Bottas était très dominant, mais quand même Hamilton est resté constant et n'a pas lâché Bottas et n'a pas essayé d'en faire trop non plus pour dépasser Bottas à des moments critiques ou tout ça. Donc il a gardé son calme et présentement
il mène le championnat comme il ne l'a jamais fait, donc avec la meilleure avance sur son coéquipier que dans les dernières années en fait. Exactement. Puis oui, on a parlé. Donc on s'entend tous pour dire que son moment faible de l'année, c'était en Allemagne, mais le moment fort, d'après moi, c'est en la course d'après en Hongrie, avec ses stratégistes qui lui font arrêter, puis avec une vingtaine de tours à faire, puis il sort des tours de qualification pour aller dépasser Max Exact. Verstappen, donc ça aussi, c'est un moment fort. Il fallait qu'il aille chercher des secondes et il le fait donc. Oui, exactement. Donc, ça, c'est personnellement mon moment fort de Lewis Hamilton cette saison. Toi, est-ce que tu en as un en particulier ou bien... Non, ben écoute, ça a été constant, donc mais je suis complètement d'accord avec ton moment fort. Je dirais que j'ai quand même aimé justement sa constance et puis le fait qu'il ne capotait pas non plus que Bottas était devant lui. Je pense que ça prouve que tu peux être champion. En fait, au fil du temps, tu deviens un champion et ce n'est pas les premières courses qui déterminent si tu termines bien la saison en feu, en fait. Exactement. Et parlant de Valtteri Bottas, ben, moi, je vais lui donner un 8. Comme on l'a dit, un très bon début de saison. Va chercher la victoire en Australie, oui. Donc, déjà entame la saison du bon pied avec un excellent départ. Va chercher aussi une autre victoire en Azerbaïdjan. Mais ensuite, ça s'est complètement... sa performance a diminué. Puis ça a été très difficile. En plus de ça, les deux derniers Grands Prix ont été assez... Catastrophique. catastrophiques, surtout en Allemagne. Donc, moi, je lui donnerais un 8 parce que, au moins, ce qui sauve Bottas, c'est son début de saison. Euh, mais je trouve qu'il est un peu plus constant que lors des dernières saisons, depuis qu'il est avec Mercedes. Ouais, je suis très d'accord. En fait, moi, je ne savais aucunement quelle note lui donner. Donc, je lui en ai donné deux. Vraiment une note en deux temps. Donc, je lui ai donné un 8.5 pour son début de saison. Donc, entre les courses d'Australie et c'était Azerbaïdjan, je pense. Ouais, exactement. Et Ouais. puis, pour le reste, je lui donne un 6 puisque depuis justement cette course en Azerbaïdjan, c'est extrêmement difficile pour Bottas, même si il a refait surface là. Donc, il a connu un mauvais Grand Prix aussi au Canada, mais puis après ça, les courses se sont enchaînées en Allemagne sous la pluie. Même si son coéquipier a connu beaucoup de difficultés, je pense que Bottas aurait pu profiter de ça pour justement avancer au classement. Et puis, en Hongrie, on connaît le résultat. On vient tout juste de voir le Grand Prix où mauvais départ chez Bottas, accroche son coéquipier, Ouais. revient à la dernière position, réussit tout de même à remonter, mais tout de même, Bottas connaît un petit peu de difficulté présentement et on espère que le congé lui fasse du bien et qu'il revienne comme il était en Australie là, en début de saison où il battait Hamilton à tous les chapitres, donc en qualification et en course. Donc Oui, exactement. Puis en plus, il joue sa saison, non seulement sa saison de championnat, mais aussi sa carrière chez Mercedes parce que son contrat se termine à la fin de la saison, puis il est en bataille avec Esteban Ocon pour savoir qui va être coéquipier d'Hamilton en 2020. Donc, la décision devrait être prise dans les prochaines semaines. J'imagine, Toto Wolff avait affirmé qu'il voulait prendre sa décision en août. Donc, nous y sommes. Alors, on attend. Exactement. Donc, voilà, c'est ce qui complète Mercedes. Ferrari, ouf. Moi, je m'attendais à donner de meilleures notes, mais c'est pas le cas. Peut-être pas pour un pilote, mais pour l'autre. Je dois dire, celui qui a la mauvaise note, ben, c'est Sébastien Vettel. Je lui ai donné un 6. Un 6 parce que il y a eu quelques courses où il s'est très bien démarqué, mais en début de saison, ça a été extrêmement difficile.
D'abord, on doit dire qu'il y a eu les fameuses consignes d'équipe qui l'ont autant avantagé que désavantagé aussi. Donc, ça ne l'a pas aidé en quelque sorte, puis ça a, disons, fait reculer Ferrari. Mais surtout, son tête à queue au Grand Prix de Bahreïn, alors qu'il se battait avec Lewis Hamilton, ça ne l'a pas aidé parce que si Leclerc n'avait pas eu ce pépin, ben, peut-être que Vettel, on aurait eu une belle bataille entre Hamilton et Vettel pour la victoire. Uh-huh. Mais Vettel s'est retrouvé en tête à queue, puis avec un aileron endommagé. Donc, c'était une cinquième place extrêmement décevante. Et surtout dans les circonstances où Leclerc est vraiment passé proche de remporter sa première victoire. Mais sinon, il nous a sorti... euh, à partir de Montréal, il nous a sorti une performance vraiment bonne. N'eût été de 7 pénalités. En fait, c'est ce moment dont on ne veut plus parler au bulletin F1, mais qu'on finit toujours Par en parler, justement. par en parler, justement. Mais je pense que comme c'est le bulletin de mi-saison, on va en parler. Mais Vettel a fait une belle performance, une bonne course, jusqu'à ce qu'il fasse cette erreur où il craque sous pression, puis revient devant Hamilton, se tape une pénalité de 5 secondes. Hamilton reste derrière lui pour le restant de la course, puis finit deuxième au lieu de gagner le Grand Prix du Canada. Mais quand même, ça a été en général une belle performance de la part de l'Allemand. Et en plus de ça, son Grand Prix en Allemagne, qui a été très bon. En Hongrie aussi, plus ou moins. Bon, il a peut-être arraché la troisième place à Leclerc, mais pour moi, sa performance en Allemagne était relativement bonne. Où il est parti dernier, puis il a fini deuxième. Sous la pluie en plus, donc a évité Oui. les erreurs. Oui, exactement. Puis toi, tu donnes combien à Vettel? Je lui ai donné 5.5, donc il ne passe pas selon moi, pour des raisons évidentes depuis le début de la saison qui a beaucoup de difficultés, n'a pas obtenu de victoire. Donc déjà là, je pense que ça veut tout dire sur sa saison, alors qu'on croyait que le pilote qui allait justement enlever la victoire au Mercedes allait être un pilote justement de Ferrari, et pour tout ce qui entoure Ferrari, qui avait décidé de faire avantage à Vettel lorsque les deux pilotes, donc Leclerc et Vettel, étaient à force égale. Donc pour moi, Vettel m'a vraiment déçu, alors qu'il aurait pu prendre avantage sur Leclerc beaucoup plus durant la saison. Et même maintenant, je pense que Ferrari ne veut pas le dire, puis peut-être qu'il ne le pense pas, mais selon moi, Leclerc devrait être le premier pilote présentement, malgré la bonne performance justement en Allemagne. Et puis, si ce n'était du petit problème de moteur que Leclerc a eu à Bahreïn, ben Leclerc aurait eu sa première victoire justement en F1 et aurait eu une victoire avant même Vettel. Donc moi, je lui ai donné pour cette raison un 5.5. Je suis bien d'accord. Puis pour Leclerc, moi j'ai donné un 8 parce que bien qu'il soit derrière Vettel au classement des pilotes, Leclerc a été très impressionnant, a déjà Vraiment. montré du rythme. Comme on l'a dit, aurait pu gagner sa première victoire dès sa deuxième course avec les rouges, aurait même pu gagner en Autriche, n'eût été de la belle charge de Max Verstappen, mais Leclerc a offert de très belles performances cette saison. Son point faible, son moment faible, évidemment, ça a été lors du Grand Prix d'Allemagne où il part à la faute sous la pluie. Évidemment, avec les propos qui viennent avec la zone de dégagement, ce qui peut être légitime, tout, mais à la base, même lui le dit que il a fait des erreurs aussi. Ça et son accident en qualification au Grand Prix de Bahreïn, parce que Leclerc aurait pu être dans la bataille pour la victoire, ou bien même pour un podium contre les Mercedes. Et toi, Marc-André, tu donnes combien? Je lui ai donné un 8.6. Je pense que en début de saison, justement, on se demandait si Leclerc allait
craqué sous la pression que l'écurie italienne apporte avec un baquet. Et puis finalement, il a été dominant. Il a montré les crocs autant son coéquipier Vettel pendant tout le début de la saison et pendant les dernières courses, mais aussi s'est montré comme vraiment peut-être le 4e pilote selon moi dans cette année en fait là. Donc il a été constant aussi malgré quelques petites erreurs comme tu l'as dit en Allemagne, mais j'ai quand même aimé son début de saison. On se questionnait sur si c'était une bonne idée justement de l'amener chez Ferrari l'an dernier lorsqu'il avait été promu, et finalement je pense que c'était la décision à prendre, et présentement il ne déçoit pas malgré le fait qu'il est 4e derrière son coéquipier. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il prenne la place de Vettel comme 3e, comme 4e pilote cette saison. Effectivement, donc vraiment une très bonne première partie de saison pour le pilote monégasque. Es-tu prêt, Marc-André, parce qu'on va passer un peu plus de temps sur cette écurie. On va parler de Red Bull. On s'en va dans des sujets chauds. Un sujet très chaud, évidemment, mais avant ça, on va juste parler de Max Verstappen rapidement, parce que c'est pas lui dont on va parler. 8 points, je lui donne 8.5. Un très bon début de saison. Déjà, première course, un podium. Je pourrais dire, pour moi, avec Hamilton, ça a été un pilote extrêmement constant, parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il redevienne le Verstappen entre Australie et Monaco 2018, où il faisait plein d'erreurs. Mais à chaque Grand Prix, en fait. Oui, à chaque Grand Prix. Puis il en a pas fait. À part son accident en Autriche, mais ça, c'était durant les essais. Les essais, pour moi, ça compte pas parce que tu essaies de pousser la voiture au maximum. Exact. Mais en course, presque rien à reprocher. Peut-être à part le contact qu'il a eu avec Carlos Sainz au Bahreïn. C'était un peu limite. C'était pas nécessaire, mais c'est Max Verstappen. Et je trouve qu'il est mature. Il est déjà mature, mais je pense qu'il le devient un peu plus aussi. Puis on l'a vu aussi lors du Grand Prix de Hongrie. Je sais que ses pneus étaient morts, capote, mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience aurait tenté de vraiment, comment je dirais ça, bloquer la voie de son adversaire. Ouais. Donc, il a été très intelligent. Même s'il avait énormément d'avance sur la Ferrari, il pouvait faire 2 arrêts au puits comme il voulait. Mais il devient de plus en plus intelligent. Puis c'est pour ça que je lui donne un 8.5. Et toi, je suis totalement d'accord. Je lui ai donné une meilleure note encore. Selon moi, c'est le meilleur pilote présentement. En tout cas, de la mi-saison, en tout cas, je lui ai donné un 9.5. Écoute, impeccable Verstappen depuis le début de la saison. En fait, depuis Monaco de l'an dernier. Mais à part justement la petite erreur à Bahreïn où ça aurait pu coûter cher, mais il a été vraiment impeccable. Il a été sur le podium à plusieurs reprises, malgré une Red Bull qui, même si elle s'améliore en performance de châssis et de moteur, il est quand même handicapé un peu par la performance de sa voiture si on le compare avec un Hamilton. Et tout de même, il a réussi à avoir de bonnes victoires et à même aller chercher 2 points quand même additionnels pour le meilleur tour avec une Red Bull moins rapide tout de même. Donc vraiment, je lui ai donné la meilleure note du championnat pour ces raisons-là. Et il a déclassé complètement son coéquipier Gasly, on va en reparler bientôt. Mais je pense que ça veut en dire beaucoup sur la domination que Verstappen émet présentement. Et souvent on comparait au Canada, en tout cas, on aime ça comparer les chiffres entre Stroll et son coéquipier. Eh bien, écoute, les chiffres de Verstappen, à plusieurs reprises, il a
fait un tour de plus que son coéquipier Gasly, qui a connu tout de même une saison difficile, mais ça prouve qu'il est mature, qu'il apprend de ses erreurs des dernières années et que justement la séquence dont tu parlais plus tôt avec Hamilton en Hongrie, probablement que l'ancien Max Verstappen aurait bloqué Hamilton, comme il l'a fait à plusieurs reprises par les dernières années sur Raikkonen, qui ne redonnait pas sourire à Raikkonen, disons. Est-ce que Raikkonen a déjà souri dans sa vie? Je pense pas. Mais je pense que Verstappen ne l'a pas aidé non plus dans les dernières années, en tout cas. Ouais, exactement. Et puis en plus, il compte 2 victoires Verstappen cette saison. Contrairement à son coéquipier, ou devrais-je dire... Son ancien. Ancien, exactement, parce que au moment d'enregistrer cet épisode, le lundi 12 août, on s'est levé ce matin avec une nouvelle concernant Pierre Gasly, qui retourne, qui a été relégué à titre de pilote chez Toro Rosso et qui laisse Alexander Albon recru en Formule 1 avec le deuxième volant chez Red Bull. Mais avant de parler d'Albon, on va parler de Pierre Gasly qui définitivement ne mérite pas la note de passage si on était... Et sais-tu quoi, Abdou? Oui? Lorsque je me suis levé ce matin, j'ai ouvert mon cellulaire. La première nouvelle que j'ai vue, je pensais que c'était un souvenir d'il y a 1 an, lorsque Gasly avait pris la place de... y a-tu un an? Ouais, en fait, quand Gasly avait pris la place de Kvyat, mais c'est même il y a 2 ans exactement. Oui, donc je pensais que c'était un souvenir et finalement c'était vraiment aujourd'hui donc Albon qui prenait la place de Gasly. Oui, parce que j'ai envoyé autant à toi Marc-André qu'à Brian j'ai fait une capture d'écran de l'alerte de l'application officielle de la Formule 1. Il était, je crois, 6h27 Donc, je me suis levé pour aller au travail, puis j'ai eu cette nouvelle, puis... c'est ça et c'est justement... j'ai pas envie de parler de la note de Pierre Gasly, parce que de toute façon, il mérite même pas la note de passage. Je m'excuse. Mais je sais que je l'ai longtemps défendu depuis... Moi aussi. Depuis... Le début du podcast, depuis l'aventure du podcast du Bulletin F1, je l'ai longtemps défendu, mais en même temps, il ne s'est pas aidé. On était en manque d'arguments. Là. On commençait à être en manque d'arguments parce que 2 courses où il se fait prendre un tour sur son coéquipier, ce qui est pas normal. Vraiment pas. Et en plus, il y en a qui pensent que il a commencé déjà à être sous pression lors des essais pré-saison, où en plus de ça, il y a eu, je pense, 2 accidents lors des essais à Barcelone, ce qui l'a mis encore plus sous pression de la part d'Helmut Marko, le directeur du programme des jeunes pilotes chez Red Bull. Mais il ne s'est pas aidé. Par contre, je dois dire que Red Bull met énormément de pression, mais les paroles, moi, je pense, étaient vraiment mensongères. C'était juste pour rassurer le peuple, la population F1, pour dire, bon, calmez-vous, on va pas le changer durant la saison. Puis, autant Helmut Marko l'a dit lors du Grand Prix d'Allemagne, que Christian Horner l'a dit après le Grand Prix de Hongrie. Ne vous attendez pas à voir Gasly avec un autre ailleurs qu'avec Red Bull. 1 semaine plus tard, boum, il retourne chez Toro Rosso. C'est un peu cheap. Moi, je trouve que c'est un peu cheap, mais en même temps, c'est la business parce que... Exact, c'est la F1. Et sans te couper, justement, cette situation-là était bizarre un peu durant toute la saison. On est seulement à la mi-saison, mais il y a eu beaucoup d'épisodes entre Gasly et Red Bull qui, autant d'un côté comme de l'autre, affirmaient soit Red Bull qui affirmait justement que Gasly n'avait pas de danger, c'était seulement une question d'adaptation et tout ça, et quelques heures plus tard, affirmait autre chose, que regarde, on pense peut-être que l'an prochain Gasly ne sera pas là, et
ça a été un petit peu toujours justement des paroles lancées en l'air sans vraiment penser avant de justement d'affirmer tout ça. Donc ça a été bizarre un petit peu tout ça, cette situation-là, et ça s'est terminé par une situation qui est mensongère, comme tu dis, dans le cas de Red Bull. Maintenant, il y a plusieurs questions qui restent sans réponse puisque les deux parties n'ont pas encore commenté. Mais moi, je pourrais dire que je m'attendais à ce que Gasly soit justement jeté de Red Bull. On n'est pas étonné non plus de tout ça. Donc, Helmut Marko n'est pas reconnu pour être un homme patient avec des pilotes comme Gasly. Par les Daniel Kvyat en plus. Exact. Donc, je pense que la plus grande surprise pour moi, c'est que ce n'est pas Kvyat justement qui prend la place d'Albon. Donc, justement, il y a plusieurs questions qui vont rester sans réponse jusqu'à temps que l'un des deux parties parle. Mais j'ai hâte de voir comment Gasly va réagir sur la piste, parce que je pense que c'est là où il peut montrer sa vraie valeur. Donc, en fait, l'an dernier, il a été excellent sous une Toro Rosso. Et la question qui reste, c'est est-ce que Gasly a été lancé justement trop tôt? Donc, souvent, je vais faire une comparaison peut-être boiteuse, mais dans le hockey, on veut prendre le plus de temps possible avec un espoir avant de l'envoyer dans la grande ligue. Donc, est-ce que c'est justement le départ de Ricciardo a fait en sorte que Red Bull n'avait pas d'option et ils ont décidé justement d'aller chercher Gasly même si eux-mêmes pensaient qu'ils n'étaient pas prêts. Et puis maintenant, c'est seulement une question de envoyer un pilote qui n'est pas prêt dans leur écurie sœur et de le ramener peut-être en force l'an prochain. Donc, justement, il y a plusieurs questions qui restent sans réponse, mais j'ai très hâte aux prochaines semaines là, pour voir tout ça se développer. Ouais, exactement. Puis en plus, puis là où je suis d'accord, par contre, avec Christian Horner, c'est que Red Bull n'est pas supposé se battre contre McLaren et contre les Alfa Romeo. J'ai adoré cette citation de Horner, justement. Ouais, exactement. Puis il n'a pas tort, parce que honnêtement, là, Red Bull n'est pas très loin de Ferrari. C'est 40 et quelques points de retard, ce qui est quand même pas beaucoup, parce que ça te prend un doublé pour faire plus que 40 points. Mais en même temps, t'as besoin d'avoir un deuxième pilote qui est là, qui est plus solide, qui est capable d'aller brouiller les cartes aussi. Ouais. Et j'ai hâte de voir justement si Albon va être le bon. Donc, présentement, Albon, avant la saison, les gens qui suivaient beaucoup la course automobile sûrement le connaissaient, mais les gens qui suivaient un petit peu moins ça, vraiment, ça a été un nom de surprise. Donc, lui, il a eu toute une année. Donc, est passé d'un gars aucunement connu à faire son entrée dans la F1. Et pour ça, je pense que ça prouve qu'il est mature malgré les épreuves qu'il a connues. Donc, en fait, il devance quand même Kvyat. Exactement, il n'y a pas beaucoup d'expérience et tout de même, Red Bull lui fait confiance présentement. Maintenant, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est pour comparer les deux pilotes en vue de l'an prochain? On jasait aussi avec Brian lors du dernier podcast, on se demandait la situation de Kvyat justement avec Red Bull. Est-il un pilote de la filière ou pas? Et peut-être qu'on a la réponse présentement. Donc, si Kvyat avait été un pilote de la filière, peut-être qu'il avait été là. Ou bien présentement, il est tout simplement indépendant. Donc, ça reste dans les questions à se poser. Mais justement, Albon a bien fait durant toute la saison. A été constant, a réussi à devancer Gasly à plusieurs reprises. On se souviendra justement en Allemagne. Donc, Albon a vraiment pris position sur Gasly sous la pluie, alors que quand tu as une Red Bull, t'es supposé aussi battre ton adversaire qui est aussi ton écurie sœur, donc beaucoup moins performante que toi, beaucoup moins d'argent dans la voiture. Donc, il n'y a pas de raison pour que tu sois derrière, même si c'est une question d'adaptation. Donc, je pense que la question justement d'adaptation a ses limites là, et justement Gasly a passé les frontières. Et
Red Bull en a décidé ainsi. Et c'est pas trop surprenant non plus, puisque année après année, nous avons vu Red Bull prendre des décisions comme ça, donc de renvoyer un pilote ailleurs. Et justement, vu qu'on parle d'Albon, maintenant qu'il est un pilote de Red Bull officiellement, tu veux lui donner quelle note à la recrue? Écoute, j'ai eu de la difficulté, mais j'ai pris aussi conscience de sa situation, justement, en étant une recrue et tout ça. Je lui ai quand même donné un 8. Je pense que pour toutes les raisons qui ont entouré Albon durant la saison qu'on a expliqué il y a quelques minutes, donc recrue, s'est fait connaître en étant très constant, en accumulant les tours aussi et en faisant peu d'erreurs coûteuses aussi. Il y a eu, je me souviens plus trop, il y a eu un accident à un moment donné, si je me trompe pas, c'est en Chine où oui. Donc il y a eu un épisode là où Albon a moins bien paru, mais tout de même il a été très bon et ça, on peut le voir là avec Albon qui devient justement pilote Red Bull et je pense que vas-y. Excuse-moi de te couper, puis quand tu parles de la course en Chine, oui, il y a eu son accident, mais le lendemain, il a fini 10e. Et il a été élu pilote du jour, donc ça explique ton point. Il avait été très bon, et on voit aussi que Albon a réussi des tours de magie aussi durant la saison, donc il a avancé au classement, il a gagné des places aussi rapidement, et se défend bien. Je pense que pour un pilote de F1, c'est ce qu'on veut. Et on l'a vu bien se défendre justement contre Gasly durant la saison, mais surtout en Allemagne, là, où j'ai adoré ses défenses là, durant toute la course. Exactement. Donc, moi, j'ai peut-être donné un 7. Oui, il a été excellent à plusieurs occasions. Son moment fort, ça a été lors du Grand Prix d'Allemagne. Parce que oui, on va parler de Daniel Kvyat un peu plus tard, qu'on va aborder Toro Rosso. Mais oui, Kvyat a inscrit un podium, mais Albon a été le pilote qui a été le plus constant durant cette course. Sous la pluie en plus, à sa première course de Formule 1 sous la pluie. Le gars, je vais finir là-dessus avec Red Bull et Albon. Albon, l'année passée, n'avait pas assez de ressources financières pour compléter une saison, pour faire une saison complète de Formule 2. La fin de la saison, il finit 3e derrière George Russell et Lando Norris. Il reçoit un appel de Nissan et Dams en Formule 1 pour être le coéquipier de Sébastien Buemi. Il accepte, mais Red Bull lui dit, bon, est-ce que tu veux venir en Formule 1 avec Toro Rosso? Évidemment, il dit oui. Et il n'a jamais conduit de Formule 1 avant le dévoilement de la Toro Rosso de cette année. Donc, il a conduit sa première Formule 1, il a conduite au mois de février. C'est incroyable quand même. Et je pense que ça l'a joué justement dans la décision de Red Bull aussi de le faire monter. Exactement. Bon, il a appris vite. Il a appris vite, effectivement. Donc, on a complété le cas de Red Bull. La nouvelle du jour, la démotion de Gasly et la promotion d'Albon. Là, on va passer à McLaren. Grosse surprise de la saison. Que oui. Carlos Sainz, toi, tu as donné un 9.5 à Verstappen, et ce qui est tout à fait compréhensible. Moi, j'ai donné un 9 à l'Espagnol parce que... Très mérité. My God, c'est très mérité. Quelle belle performance cette saison. Comme je l'ai dit un peu trop souvent dans le podcast, les 3 premières courses de la saison ont été très difficiles. Australie, sa course a duré 9 tours en raison d'un problème de moteur. Au Bahreïn, sa course a été ruinée avec cet accrochage avec Max Verstappen dont il n'était pas responsable. Et en Chine, il y a eu ce fameux sandwich avec Kvyat et Lando Norris, mais il est quand même revenu à la 14e place avec un bon rythme. Mais ensuite, depuis l'Azerbaïdjan, Sainz est remarquablement dans les points. Bon, il y a eu peut-être cette course en Allemagne où
Et il dérape au même endroit que les Leclerc, Hamilton et compagnie, mais il a été capable de revenir pour finir dans le top 5. Peut-être qu'il aurait pu obtenir un podium, mais Carlos Sainz, pour moi, est absolument exceptionnel. Et sa meilleure course de la saison, je dois dire, oui, c'était en Hongrie, mais en Autriche aussi, où il est parti de loin. Il a eu un changement de moteur. Il est parti du fond de grille pour finir, je pense, sixième, cinq Ouais, ou sixième. Sixième, effectivement, parce qu'il y avait Hamilton cinquième. Mais Sainz, d'après moi, mérite tous les lauriers possibles. Aucune, aucune critique à faire sur l'espagnol que des acclamations en fait. très d'accord avec toi, Abdou, qui vraiment, ça a été un pilote constant. Donc moi, je lui ai donné un 8.5. Donc, mais j'ai voulu aussi lui donner un 9 pour les raisons que tu as expliquées juste avant moi. Je pense que il a montré du grand pilotage course après course. Je pense aussi que l'important c'est que il a aussi dépassé Renault. Donc à plusieurs reprises, il a réussi à prendre position justement en cinquième position, donc en étant le cinquième meilleur pilote. Et il a permis justement à McLaren de se positionner avant Renault. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour l'écurie McLaren, pour la future version 2021 2020 pardon de la voiture. Et je pense qu'il amène aussi son lot en fait il participe énormément aussi à l'amélioration de cette voiture. Donc on entend McLaren chez Sainz et c'est extrêmement mérité qui à plusieurs reprises a été tassé aussi dans sa carrière. Donc il était pilote chez Toro Rosso, n'a pas réussi à avoir de place chez Red Bull, donc il est parti, est arrivé chez Renault et s'est fait préférer à Daniel Ricciardo et là montre qu'il est un grand pilote présentement et peut-être même qu'il envoie des messages là aux top équipes là pour dans son cas. Ah oui, exactement. Puis même s'il peut ramener McLaren au top, ça serait bien. Et Lando Norris aussi, qui pourrait l'accompagner dans cette route vers le sommet. Je lui ai donné un 7. C'est pas un 7 négatif, c'est un 7 très positif même parce que comme pour une recrue, c'est excellent même. Très bon début de saison de la part du jeune Britannique. J'ai rien à redire. Il apprend. Il apprend, c'est tout ce que Ouais, je peux dire. ouais, effectivement. Je lui ai aussi donné un 7. Donc en fait, je pense que il a aussi pris la position d'un gars qui a l'air sympathique, d'un athlète qu'on voudrait connaître, qu'on voudrait passer du temps aussi avec. Donc, et, et je pense que c'est important aussi pour le côté marketing de la chose. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux, il est très présent, mais Oui. de la bonne manière. Donc, je pense que c'est important aussi pour un pilote et en fait, pour une personnalité publique aujourd'hui de réussir à gérer les deux. Et présentement, il le fait très bien, même si il est derrière son coéquipier présentement. Mais quand même, il a beaucoup moins d'expérience, se place très bien présentement chez McLaren. Et je sens que dès la prochaine course, donc en Belgique, je pense qu'il pourrait nous surprendre là avec de meilleures performances encore. Et Oh, surprendre est un grand mot là, puisque oui. présentement Oui. il fait très bien, donc c'est seulement une continuité là, dans son cas. Exactement. Puis, il faut aussi comprendre que McLaren est la première équipe à confirmer ses deux pilotes pour la saison 2020. Mhm. Euh, Ce qui a été fait, je pense, lors du Grand Prix. Soit à Montréal, après Montréal ou en... Après Montréal, je pense. Ouais, c'est après Montréal qui ont confirmé que McLaren a confirmé Sainz et Norris pour 2020. Donc, ça, on n'y touche pas. Exact.
On va passer maintenant à Toro Rosso, plus précisément à Daniel Kvyat, parce qu'on vient de parler d'Alexander Albon avec sa promotion chez Red Bull. J'ai donné à 7.5 à Kvyat parce que c'est un retour en force assez exceptionnel de la part du Russe. Surprenant même. Oui, premier Grand Prix va chercher des points. Belle bataille avec Lance Stroll sur la Racing Point. Il est très bon. Il a été bon en qualification aussi, surtout en Azerbaïdjan. Évidemment, son moment fort, c'est son podium en Allemagne, 3e, c'est qui est le 2e podium de Toro Rosso en Formule 1. Mais je dois dire que Kvyat, Brian en a beaucoup parlé depuis l'épisode 1 du podcast du Bulletin F1. Kvyat est un pilote beaucoup plus mature que ce qu'il était lorsqu'il est rentré en Formule 1. Il est quand même rentré jeune. Il est rentré comme champion de la série GP3. Encore là, c'est la même histoire qu'avec Gasly lorsqu'il a été promu un peu trop vite vu que Vettel partait de Red Bull pour aller chez Ferrari. Mais là, évidemment avec Verstappen qui arrivait et tout, c'était... Une évidence. Une évidence, il était sous pression. Malheureusement, il n'a pas pu y résister, il a craqué. Et là, cette année, il revient, il était chez Ferrari. Et là, c'est plus le Kvyat brouillon et tout. Là. C'est un Kvyat qui est très intelligent en piste. Puis d'ailleurs... je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé lors du podcast du Grand Prix d'Allemagne. Lorsque Vettel a fait son erreur dans le dernier tour, Kvyat aurait pu l'attaquer dans les derniers mètres, mais a décidé d'y aller mollo parce que si jamais il tentait une attaque et que ça allait mal... Il perdait son podium et faisait perdre des points très importants au Rosso, justement. Et l'ancien Kvyat aurait probablement attaqué et le résultat aurait été sûrement négatif et donc il a pris la bonne décision dans ce cas-ci, effectivement. Exactement, donc c'est pour ça qu'il mérite un 7.5. Je voulais lui donner un 8, mais évidemment il y a eu cet événement en Chine aussi qui a un peu taché sa note aussi, mais en général un très bon début de saison. En fait, un très bon début de saison, oui, pour le Russe. Toi, tu lui donnes combien? La même note. Je voulais aussi lui donner un 8.2, 8.3, mais finalement, il a été... Albon a été préféré par lui, peut-être pour des raisons internes. Donc, mais tout ça pour dire que il a vraiment... il est revenu en force après avoir quand même connu des épreuves difficiles dans les dernières années. La saison où il a été rejeté par Red Bull n'a pas été une saison facile pour lui, alors qu'il connaissait beaucoup d'accidents et qu'il est au cœur justement de plusieurs problèmes durant la course. Et cette année, on n'a rien à dire probablement sur son comportement en piste, mais il a été très bon du jour 1 jusqu'à aujourd'hui. A eu un podium. Je pense que on ne peut pas lui enlever non plus, alors que on va en reparler, mais Hülkenberg n'a toujours pas de podium. Je pense que ça prouve qu'il est un pilote qui est capable d'être opportuniste au moment où il faut et de prendre les bonnes décisions sur la piste maintenant, cette année. Alors, il est tout nouvellement papa en plus. Donc, oui. Je pense que ça va peut-être améliorer sa conduite, justement, d'être justement nouvellement papa. Exactement. Donc, vraiment, ce Grand Prix d'Allemagne a été la meilleure fin de semaine de sa vie, la naissance de sa fille et ce podium, cette 3e place à Hockenheim. On va parler de Renault, 6e. C'est pas la position à laquelle on s'attendait pour l'équipe française. Moi, je vais y aller tout de suite avec les deux pilotes parce que je leur ai donné la même note. 6.5 pour Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo, mais ce sont des 6.5 différents, je te dirais.
6.5 pour Ricardo parce que, oui, il est en période d'adaptation avec l'équipe. C'est totalement différent vu que maintenant il n'est plus soutenu par Red Bull. Et évidemment, l'équipe essaie de construire autour de lui. Il a délivré. Les premières courses ont été très difficiles. Oh oui. Euh, mais disons qu'il s'est rattrapé surtout à Montréal. Avec sa 4e place en qualification, ce qui nous a tous jeté, ce qui aurait pu me jeter en bas de mon siège au circuit Gilles Villeneuve. Mais sa performance aussi lors de ce Grand Prix a été remarquable. Mais il y avait des courses inconstantes. Ça, c'est le Grand Prix du Canada, d'après moi, c'était la meilleure course de Ricardo, mais la pire. Il y a eu la France où il s'est pris 2 pénalités pour justement avoir été hors limite pour dépasser Norris et Raikkonen. Puis justement, c'est que le moment cocasse de Francis Paquette, quand il recule sur Daniel Kvyat. En plus, je dis bien en plus, Ricardo était en position de marquer des points. Donc, ce qu'il a fait là, ça a coûté des points. Puis et en plus de ça, il a abandonné en même temps que Nico Hülkenberg au Bahreïn. Ce qui a sauvé Charles Leclerc de finir hors du podium, mais ça va, là, on a parlé de Leclerc. Mais c'est ça, Daniel Ricciardo, ça va, c'est des hauts, c'est beaucoup plus de bas que de hauts, mais quand il y a des hauts, il les a montrés. Il nous l'a montré aussi qu'il est capable de garder son attitude en piste agressif. Comme il l'a fait en Grande-Bretagne, où il a été très bon, entre autres, contre Lando Norris, contre Alex Albon, justement. Donc, voilà pourquoi je lui donne un 6.5, parce que c'était beaucoup de bas à cause de la fiabilité de la voiture, mais des hauts parce qu'il était capable de faire de très bons pilotages. Mais à l'inverse, c'est un 6.5 un peu difficile à donner pour Nico Hülkenberg parce que la voiture ne lui va pas du tout. Uh-huh. Mais les performances ne sont pas au rendez-vous. L'année passée, c'était le meilleur pilote de ce que les gens appellent à la blague la Formule 1.5, donc c'est-à-dire tous les pilotes hors du top, des équipes du top 3, ça a été le meilleur pilote de cette Formule 1.5. Et là, il en arrache. Il en arrache complètement. Puis en plus, en Allemagne, il a perdu une énorme chance de marquer de gros points pour Renault et ce fameux premier podium dont on parle souvent. Donc, c'est très compliqué pour Hülkenberg, à l'inverse de Ricardo. Ricardo, je peux comprendre parce que c'est peut-être de l'adaptation, mais la voiture est exact. Je pense qu'il y a toujours une période d'adaptation pour un pilote, justement, comme Ricardo lorsqu'il arrive dans une nouvelle écurie. Mais habituellement, la voiture est supposée de donner de bons résultats, en tout cas de meilleurs résultats de ce que la Renault donne en ce moment. Donc c'est certain que Ricardo se retrouve dans une situation un petit peu il est entre l'arbre et l'écorce présentement, donc aimerait avoir de meilleures performances et le prouve en piste aussi dans plusieurs courses durant la saison. Mais en même temps, la fiabilité de la voiture Renault et du moteur Renault, justement, ne l'aide pas à, comment je pourrais dire ça, à être, à mieux paraître, disons. Moi, je lui ai donné un 6, qui est un petit peu plus bas que toi, puisque je m'attendais à c'est quand même un pilote qui est expérimenté. Donc, je pensais qu'il allait avoir une meilleure adaptation sur la voiture, qui a été quand même assez lent. On se souviendra que ça avait très mal commencé en Australie, alors qu'il a commencé position peut-être 13 ou 14, quelque chose comme ça. Et puis, dès le départ, il a sorti de piste, a brisé son aileron lorsqu'il est revenu en piste. Donc, un petit peu brouillon comme départ. Et pour ces raisons-là. Mais il a
pense qu'il, comment j'ai de la misère à m'exprimer, mais Ricardo est un bon pilote malgré ce qu'il montre présentement. Et j'espère justement pour lui, qui est un pilote tellement sympathique, tellement souriant, que sa saison va mieux aller. Donc, qui pendant toute la saison a affirmé qu'il était très content de sa décision. Mais tout dernièrement, il y a quelques jours, il a affirmé qu'il aurait peut-être aimé être dans la situation de Verstappen, tout en ajoutant qu'il était très content d'être chez Renault, ce qui pour moi est une absurdité présentement, même si j'en ai beaucoup parlé. Mais le syndrome de la nostalgie. Exactement. Et c'est très mauvais pour Ricardo présentement, mais en même temps, il va avoir le temps de se refaire les idées et de revenir peut-être en meilleure posture lors du Grand Prix de Belgique. Et pour Hülkenberg? Hülkenberg, je lui ai donné un 4 pour moi. C'est un pilote qui est totalement décevant cette année. Autant par la performance qu'il a donnée en Allemagne alors qu'il a raté sa chance d'avoir premièrement son premier podium, mais il a fait perdre de précieux points à Renault. Renault qui est en position, et je le répète, très en mauvaise posture, premièrement, puisque leur acheteur de moteurs, McLaren, est devant eux. Et ça leur a permis justement à Renault de peut-être resserrer l'écart entre les deux écuries. Et Hülkenberg, je ne vois pas le moment où il pourrait donner une meilleure course là, que ce qu'il a donné cette année, alors que avant, il pouvait mettre ça sur la faute de son poids et sur la voiture, mais là, tout le monde est égal. Donc, ouais, c'est surtout ça qui joue en sa défaveur, là. Il y a plus d'excuses. Exactement, il n'y a plus d'excuses. Donc, j'ai hâte de voir tout de même comment il va revenir avec sa Renault, mais encore là, je pense que il est en mauvaise posture avec sa voiture qui ne marche aucunement comme il le voudrait, comme Ricardo le voudrait, et sûrement comme Renault le voudrait aussi. Donc, tout ça mis ensemble fait que Hülkenberg, pour moi, mérite un 4 là, cette année. En tout cas, pour l'instant. Est-ce qu'à la fin de saison, j'aurai le même discours? J'espère que non dans son cas, puisque c'est un pilote que j'aime quand même bien voir bien performer. Parfait. On va aller rapidement avec les autres écuries. Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, j'ai donné un 8. Et Antonio Giovinazzi, un 5.5. Raikkonen qui revient avec Alfa Romeo qui était Sauber avant le mois de février. Constant encore là. Amène Alfa Romeo dans les points quand la voiture le peut. Quand il peut pas, ben... C'est pas mal compliqué. Sa pire course a été à Monaco où il a fini au bas-fond, mais Raikkonen, encore une fois, pour un homme de 39 qui arrive à 40 ans cette année, c'est comme s'il conduisait, c'est comme s'il était un pilote de 25 ans. Tandis qu'Antonio Giovinazzi, ben, première saison complète en Formule 1, il en arrache, mais au moins, il commence tranquillement à devenir un pilote qui va constamment dans les points. Ouais. Donc 5.5, je lui donne cette note parce que ça aurait pu tourner en 5 n'eût été de son premier point en Autriche. Mais quand même, je pense que si tout va bien, à la fin de la saison, si jamais on devait faire un bilan de fin de saison, peut-être qu'il va avoir un 6 ou un 6.5. Ouais, je suis très d'accord avec tes notes. J'ai donné un 8.5 à Raikkonen dans son cas. Pour moi, premièrement, il aurait pu être très amer avec Ferrari, avec la décision qui l'a justement amené à revenir chez Toro Rosso, chez Alfa Romeo. Mais il a pris ça très bien, a pris la décision de justement se dire que il voulait seulement conduire une voiture, que ce soit une Ferrari ou une Alfa Romeo. Il voulait juste être dans une Formule 1 et piloter week-end après Grand Prix, week-end après week-end. Ouais.
Oh, beaucoup la voiture chez Alfa Romeo. Je pense que elle ne serait pas ce qu'elle est présentement sans peut-être l'aide de Raikkonen, qui est quand même un pilote avec beaucoup d'expérience. Tu l'as dit, il approche de la quarantaine, là, donc et c'est un pilote justement qui est encore jeune tout de même, même s'il approche justement de la quarantaine, et qui a réussi à prendre ses distances surtout en début de saison là avec son coéquipier, alors qu'il lui mangeait beaucoup de secondes. Et donc voilà pour c'est ma note pour Raikkonen. Sinon pour Giovinazzi, je lui ai donné un 5.5 aussi, alors que en début de saison c'était extrêmement difficile. Je pense que c'est un pilote qui l'an dernier on l'avait vu en Chine, si je me trompe pas, avait mal performé. Il avait remplacé un pilote là. Je ne sais plus trop. Ouais, en fait, il y a 2 ans, il avait remplacé Pascal Verlaine qui était encore blessé au cou. Donc, bon, c'est ça. Donc, ça avait été très difficile dans son cas. Il a dû attendre son tour pour arriver en Formule 1. Et ça a été pas mal la même épisode jusqu'à tout dernièrement. Là, il a réussi à rapprocher l'écart avec Raikkonen et a offert des points à Alfa Romeo, qui est non négligeable là, pour un pilote comme Giovinazzi, qui est quand même le seul Italien en Formule 1 et le seul depuis longtemps. Donc, il y a peut-être une certaine pression aussi qui lui vient de son pays. Mais j'ai hâte de voir justement si en fin de saison, on va pouvoir lui donner une meilleure note. J'ai l'impression que oui, puisque ses performances s'en vont vers là. Donc, en fait, il progresse lentement, mais il progresse. Donc, c'est ce qu'on veut pour un pilote. Parfait. Donc, on a complété Alfa Romeo. On va passer maintenant à Racing Point, anciennement Force India. Fini Force India. Racing Point, Sergio Perez 6.5, Lance Stroll 6. Perez, pourquoi j'ai donné une meilleure note à Perez qu'à Stroll? C'est parce que Perez est encore un atout excellent pour Racing Point / Force India. Parce que oui, au classement, Stroll est devant Perez actuellement, mais je trouve que Perez a été beaucoup plus constant et a amené la voiture dans un développement, bon, qui n'est pas encore complet, mais qui s'en va dans la bonne direction très tranquillement. Là. C'est pas encore au point, mais... Pas à la vitesse justement qu'on pensait là, en vue justement que Racing Point a beaucoup plus d'argent qu'à l'époque, mais exactement, le développement s'en va dans la bonne direction et je te laisse continuer. Exactement, mais les résultats ne sont pas là. Peut-être je pense que sa meilleure course c'était en Azerbaïdjan, mais depuis, je crois que il n'a pas marqué de points depuis l'Azerbaïdjan où il avait fini 6e, ce qui était quand même un très bon résultat. D'ailleurs, je regarde justement, je pense qu'il n'a pas marqué de points justement depuis l'Azerbaïdjan. J'avais un blanc de mémoire avec le Canada, mais non, il n'était pas dans le top 10. Donc, c'est très difficile pour Perez, mais au moins, on voit qu'il est encore un pilote très expérimenté. Je sais que je suis peut-être généreux à l'endroit de Perez, mais c'est parce qu'il fait encore le travail. Tandis que Lance Stroll, c'est un 6, mais ça aurait pu être un 5, très honnêtement. Parce que la vague d'élimination en Q1, à part le Grand Prix d'Allemagne, c'est pas normal. Ouais. Je sais que Stroll, à la base, c'était pas... Ses résultats en qualification ne sont pas très bons, mais quand il passe à une écurie avec une meilleure voiture, on s'attendait à ce qu'il soit vraiment dans le rythme, justement, du milieu de peloton. Ça n'a pas été le cas. Ce qui l'a sauvé, c'est justement ses départs, mais aussi son rythme de course. Sa 4e place en Allemagne n'était pas volée non plus parce qu'il a fait du très bon travail. Mais à part ça, et je dois dire par contre, sa meilleure course, c'était à Montréal.
Je dis pas ça parce qu'il a marqué des points à la maison, mais c'est parce qu'il a été excellent du début jusqu'à la fin. En Très Allemagne, constant. très constant. Tandis qu'en Allemagne, oui, il a profité de la très bonne stratégie de son équipe et il a fait le travail pour défendre ses positions, mais il n'était. Mais pour quelqu'un dont on disait il fait de très bonnes performances sous la pluie, ça a été difficile. Il a fait un tête à queue aussi sous la pluie, en même temps que Lando Norris abandonne. Donc c'est pour ça que je dis que Montréal c'était sa meilleure course de la saison. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire du côté du pilote québécois. Très d'accord. Donc, en fait, de mon côté, j'ai donné un 6 à Perez. Donc, pour les raisons mentionnées par toi, là, donc, on s'attendait premièrement à une meilleure voiture, mais aussi à un meilleur Perez qui, l'an dernier, était tout de même en très bonne position au classement. Là, donc, même si la voiture n'est pas au top et qu'elle n'offre peut-être pas les, les les performances voulues ou les résultats voulus, Perez a quand même terminé huitième, a été sur le podium à une reprise l'an dernier et a eu une quatrième position aussi l'an dernier, alors que cette année, c'est quand même assez difficile, là, n'a pas été dans les points, comme tu l'as dit, depuis Azerbaïdjan. En Allemagne, ça a été court. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui, on peut. C'est court. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus petit que court? Je pense que non. Faudrait peut-être regarder sur Internet, mais je pense qu'il y a Très court, rien on de va plus dire. court que court. Et dans le cas Minime. de Perez, ça a été le cas. Donc, il mérite un 6 selon moi. Du côté de Stroll, j'ai voulu aussi lui donner une note en deux temps, mais j'ai fait une note globale, donc en fait un 5.5. Mais tout de même, je pense que présentement, ce qui lui donne cette note-là, c'est ses performances à la qualification. Un pilote doit être capable d'aller chercher et grignoter justement des secondes importantes en qualification, et Lance Stroll n'est pas capable de le faire présentement, même si, justement, tu l'as affirmé, les qualifications n'est pas la tasse de thé, justement, à Stroll. Ça a toujours été difficile dans son cas. Pourquoi? C'est difficile à répondre, donc je n'ai peut-être pas la réponse maintenant, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en course, il fait le travail. Même s'il ne termine pas toujours dans les points, ses départs sont extraordinaires. Je pense qu'il gagne. On aurait peut-être dû faire une moyenne, là, mais à plusieurs reprises, il a gagné au moins six places dans les deux premiers tours. Et ça prouve que il est capable justement en course, il est capable de profiter de ses opportunités lorsqu'il se présente, et qu'il est capable d'être agressif dans ses dépassements et tout ça, tout en étant calme et en respectant les autres pilotes alentour de lui. Mais c'est vraiment ses performances en qualification qui font descendre sa note. Et j'ai hâte de voir si Stroll va être capable justement de continuer sur ce qu'il a fait en Allemagne. Et donc, en fait, oui, il a réussi à sortir de Q1. Oui, exactement. Donc, un manque de constance de la part de Stroll. On va passer chez Haas. Moi, je vais donner tout de suite les notes. 5.5 aux deux pilotes. C'est pas une saison de rêve, contrairement à l'année passée. Romain Grosjean, un 5.5, oui, mais cette fois-ci, il s'est tenu un peu plus tranquille. Mais ça n'excuse en rien certaines contre-performances. Tout comme Kevin Magnussen aussi. Le point culminant de ce mauvais début de cette mauvaise première partie de saison, ce sont ces deux touchettes Ouais. mais celle en Grande-Bretagne a fait vraiment mal. Déjà, ça n'allait pas très bien. Mais là, il fallait il fallait que les deux pilotes se touchent pour mettre fin à la course des deux pilotes, ce qui a provoqué une colère immense
immense chez Gunther Steiner. Avec raison. Et avec raison en plus, parce que les deux pilotes n'ont pas respecté la règle numéro 1 en course automobile. Tu ne dois jamais taper ton coéquipier. Jamais. Et c'était tellement pas nécessaire. Ce n'était pas un incident de course. C'était deux cas qui se picossaient depuis longtemps et ils ont décidé de faire ça en piste. C'est pas la première fois en plus. Exactement. Parce que en Allemagne, pas en Allemagne, en Espagne aussi, Magnussen a fait a fait coûter des points assez importants, autant à Grosjean, mais à l'écurie. Parce que je pense à la relance après la voiture de sécurité, t'as Magnussen qui joue très dur qui est sur la défensive et qui tasse, on peut dire, Grosjean qui va utiliser la zone de dégagement pour revenir en piste. Puis sans ça, ben Grosjean aurait pu se retrouver 6 ou 7e, je crois, voire même 8e, ce qui aurait été de très bons points pour l'équipe. Ouais. Et ajoutons à ça, en plus de ça, ce qui s'est passé en Australie, l'arrêt au puits raté de Grosjean qui était en bonne position pour marquer des points. Donc, tu vois que Haas, et en plus avec la saga Rich Energy, a beaucoup de travail à faire. Et en plus de ça, les deux pilotes sont sous la sellette. Je vais le dire tout de suite, c'est pas une... C'est peut-être vrai ou ça l'est peut-être pas, là, mais je pense que les deux pilotes sont sous la sellette. Ils doivent performer parce que sinon, il y en a un des deux soit un des deux ne revient pas, ou bien c'est tout simplement les deux qui se font montrer la porte de sortie. Exact. Je pense qu'au moment où on se parle, si la saison se terminait aujourd'hui, donc après 12 courses, je pense que les deux auraient été mis dehors de l'écurie Haas. Maintenant, est-ce que après la saison, ce sera le cas? J'ai hâte de voir. Mais ces deux pilotes-là doivent reprendre contrôle de la saison et aussi aider justement Haas à reprendre du galon. Donc, ils doivent travailler ensemble pour permettre à l'écurie de briller avant justement de se battre en piste là, entre les deux pilotes. J'ai donné à peu près les mêmes notes là. J'hésitais entre 5 ou 5.5 dans le cas de Grosjean et Magnussen. Pour les raisons que tu as mentionnées, je pense que tu as fait le tour là, de ce qu'il y a à dire sur Haas. J'ai peut-être j'aurais donné un petit point de plus pour Grosjean, là. J'ai écouté Fort Boyard. Il a très bien performé à Fort Boyard. Oh my God, c'est vrai! C'est vrai, Donc... j'ai oublié qu'il était à Fort Boyard. Donc, il se mérite un petit point pour sa performance à Fort Boyard. Ah, c'est vrai. Mais il s'est fait bouche bée par le père... par le père Foura. Foura, donc... mais vraiment, sa performance à Fort Boyard était impressionnante. Donc, il se mérite un point, mais sa saison est assez décevante. Donc, j'ai hâte de voir comment il va rebondir, puisque présentement, je ne le vois pas revenir chez Haas. Même l'an dernier, il était aussi sur la sellette après quelques mauvaises performances. Et cette année, c'est la même chose. Donc, combien de temps Haas va être patient avec lui? C'est une bonne question. Et une chance que Grosjean n'est pas employé par Helmut Marko. Ah ouais. Oh oui, c'est vrai. Parce que je pense que Grosjean ne serait pas de retour déjà même cette saison. Et puis, pour conclure avec Haas, la saison 2019 de Haas est à l'image du père Foura, une énigme. Oh que oui. Autant pour la voiture que pour les décisions des pilotes. Eh oui. Et finalement, pour compléter le tout, on passe chez Williams, en fait une saison catastrophique, mais s'il y a un pilote, s'il y a quelqu'un qui a brillé à travers tout ça, c'est bien George Russell, qui pour moi, je voulais donner un 7.75, parce que j'étais pas sûr de lui donner en 7 et à 8, en 7.5 et à 8, mais finalement j'ai donné un 8. J'ai donné un 8 à Russell parce que il a été très impressionnant tout au long de la saison. Oui, souvent devant Robert Kubica, mais il montre
que c'est un très bon pilote. Il arrive de la Formule 2 en tant que champion en titre, mais ce qu'il a fait récemment, il est passé, comme on disait lors du podcast du Grand Prix de Hongrie, est passé proche de passer en Q2, mais a fait un très bon départ en plus de ça. Et son Grand Prix de Monaco a été très bon, où il était dans le peloton à un certain moment, en train de se battre contre justement la Renault de Nico Hülkenberg. Mais évidemment, la Williams, comme étant ce qu'elle est, ne pouvait pas aller chercher le maximum. Mais on voit que Russell est en train de montrer qu'il est il est un bon pilote. On savait déjà qu'il en était un, mais il est en train de nous prouver qu'il peut être meilleur que ça. Et si la Williams était au même niveau, par exemple, que la Alfa Romeo ou la Racing Point, peut-être que Russell aurait un peu plus de points que les Renault. Ah, ça, c'est sans aucun doute. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce cas-là aussi. Donc, un 7.75. Je lui ai donné un 7 pour ma part. Okay. Mais c'est respectable, ça aurait pu être très bien 8 comme un 7.5. Donc, dans son cas, justement, a bien fait. Et je pense qu'il est peut-être en train de faire gratter la tête un peu des dirigeants de Mercedes. Peut-être pas pour cette année, mais ça va peut-être influencer la décision de Mercedes pour l'an prochain. Donc, selon moi... Malheureusement, je pense que ce sera pas pour 2020 parce que même Toto Wolff l'a dit, c'est un peu exactement. Trop tôt. Par contre, je pense que il va influencer la décision de Mercedes, donc de prendre Bottas cette année et ensuite de laisser la place à Russell. Pour moi, pour moi, Ocon ne sera pas le pilote ni cette année, ni pas cette année, ni l'an prochain et ni dans 2 ans. Selon moi, même si Toto Wolff affirme que Ocon est un futur champion du monde, s'il l'avait vraiment été, Toto Wolff l'aurait tout de suite placé dans la Mercedes comme Ferrari le fait avec Charles Leclerc et avec Max Verstappen, qui je vais sûrement déranger quelques personnes avec ça, mais pour moi, Ocon n'est pas un futur champion du monde. Il est un bon pilote qui va peut-être avoir un poste l'an prochain, mais ce sera pas chez Mercedes. Et pour moi, Russell est un meilleur pilote que Ocon et justement vient influencer la décision de Mercedes l'an prochain. J'ai hâte de voir, mais il a très bien fait, même si malheureusement il n'a pas de points et que son coéquipier a amassé un point là, par la générosité des Alfa Romeo lors du Grand Prix d'Allemagne. Oui, exactement, parce que si Russell mérite une très bonne note, il n'a pas de points par contre. Parce que Robert Kubica, comme tu dis, a hérité d'un point après les pénalités imposées au Alfa Romeo pour procédure illégale au départ du Grand Prix. Donc, Kubica est passé de 12e à 10e. Mais attention, il faut le préciser, Alfa Romeo a porté la cause en appel, puis on devrait entendre ça au cours du mois de septembre. Donc, si jamais Alfa Romeo obtient gain de cause, Kubica perdrait le point. Malheureusement. Mais... Donc, combien tu lui as donné à Kubica? 5. Parce que je m'attendais pas à de grands miracles. Surtout que ça fait 9 ans qu'il n'a pas fait de Formule 1. Ouais. 8 si on compte les essais avant ce terrible accident. Je sais que c'est une excellente histoire à raconter pour dire ne lâchez pas en fait. Mais les performances en piste dans un cadre de championnat du monde sont évidemment celles que je m'attendais. Parce que je sais qu'il a 34 ans, on disait c'est peut-être un futur champion du monde. Parce qu'il a mené à un moment donné le championnat du monde après sa victoire. Il était dans la course au titre. Mais bon, ça, c'était il y a 11 ans de cela. Et son bras n'est pas à 100% non plus. Donc, c'est certain que ça ne l'aide pas aussi. Mais c'est certain que je pense que Williams a pris la décision de le prendre comme pilote. Est-ce que c'était
euh, la bonne chose à faire. Peut-être pour accompagner Russell dû à son expérience tout de même dans la Formule 1, même si ça fait 11 ans qu'il n'a pas couru, 9 ans, pardon, qu'il n'a pas couru. Je pense qu'il peut amener justement à une écurie son expérience et tout ça, mais c'est certain que ses résultats sont, comme on le pensait, un petit peu boboche et beaucoup de difficultés là, justement à prendre le niveau de la Formule 1 d'aujourd'hui, en fait. Oui, exactement. Puis je pense que on sait pas s'il va revenir, mais une chose est sûre, c'est que avec Russell, il aide à la progression lente mais sûre de la FW42 parce Ouais. que on voit que la Williams commence tranquillement à devenir un peu plus une voiture de milieu de peloton là. Peut-être d'ici à Abu Dhabi là, peut-être que la Williams pourrait essayer de se battre pour sortir de la Q2. On De la l'espère. Q1. De la Q1, pardon. On Mais ça, l'espère. c'est un long processus. Donc, Effectivement. un Il va 5. manquer beaucoup de travail. Ouais, exactement. Donc, j'ai donné un 5 et toi? Même chose, un 5, un Ouais. 5.5, mais je suis allé avec un 5 finalement, pour les raisons que tu as expliquées. Je pense que est-ce qu'il mérite vraiment une place en F1? C'est une très bonne question, mais j'ai hâte de voir justement quelle sera la décision prise par le- l'écurie Williams dans les prochaines semaines, prochains mois, dans son cas. Et il a au moins réussi à amasser un point. Ouais. Il a été devant Russell. Il a été là. Il a réussi à rester en piste sur la pub et tout, mais à part ça, c'est loin d'être très bon et c'est loin. En fait, c'est selon nos attentes probablement pour tous là. Je pense pas qu'il y a personne qui pensait qu'il allait battre des records cette année là, mais effectivement. Exactement. Et c'est ce qui complète le bilan de mi-saison 2019 de Formule 1. On va tout de suite parler de la catégorie, en fait, du segment en route vers la F1, puisqu'il y avait la W Series qui disputait sa dernière course de la saison inaugurale à Brands Hatch en Angleterre. Et il y avait deux prétendantes au titre, Jamie Chadwick qui menait le championnat et Batsky Vesse qui avait 13 points de retard. La course a été remportée par la Britannique Alice Powell, malgré le fait qu'elle soit partie deuxième après avoir vu Chadwick prendre la pole à la toute fin de la séance de qualification. Mais Powell a dépassé Chadwick, qui en arrachait vraiment au cours de cette course. Elle en a vraiment arraché non seulement elle a perdu la tête, mais elle s'est retrouvée hors du podium, dépassée justement par Vesse qui a terminé troisième. Mais heureusement pour la Britannique Chadwick, c'était suffisant pour devenir championne du monde puisque Vesse n'a pas été en mesure de rattraper Alice Powell et Emma Kimalainen qui a terminé deuxième. Donc, Jamie Chadwick devient donc la première championne de la W Series. Alors, félicitations à Jamie Chadwick, mais surtout félicitations à Batsky Vesse, parce que je dois dire très honnêtement, Chadwick, tout le monde s'attendait à ce qu'elle domine la compétition, étant donné qu'elle a un excellent palmarès en course automobile. Mais elle a, elle a obtenu 3 pôles et elle n'a gagné que 2 courses. 2 courses. Dont celle en Hockenheim, la première course de la saison. Donc, c'est quand même une compétition assez relevée. Si vous n'avez pas vu les épreuves, allez les regarder sur Facebook ou sur Twitter, ou bien même sur YouTube, si disponible sur leur compte YouTube.
c'est 30 minutes de course plus un tour, puis il y a vraiment de la compétition. Ouais, c'était vraiment intéressant comme compétition. Effectivement, là, j'en ai regardé 2, 3 et j'ai toujours aimé le spectacle que j'ai vu. Et je pense que plus le temps va passer, je pense qu'au fil du temps, ça pourrait devenir une compétition populaire chez les amateurs de course automobile. Oui, exactement. Puis Et on avait dit l'espère aussi. Oui, exactement, parce que c'est un tremplin pour d'autres disciplines en course automobile, parce qu'il faut le rappeler, il y a, dans la FIA, il y a 5% de femmes qui sont inscrites dans des compétitions automobiles. Donc, c'est pas beaucoup. Et c'est ça le but, c'est justement permettre aux femmes de pouvoir compétitionner dans de meilleurs championnats et aussi aux équipes de championnats plus élevés de regarder justement cette série pour voir que il n'y a pas seulement que des hommes qui sont capables d'aller gagner des Exact. courses. Et aussi aux jeunes filles d'avoir des modèles, donc des personnes à regarder et aussi des gens, en fait des filles à quoi elles aimeraient peut-être aspirer dans leur carrière de karting et pour plus tard. Donc c'est certain que c'est important d'avoir une compétition comme ça. Et plus les médias vont en parler ou tout ça, je pense que c'est une compétition qui est importante et elle a aussi un rôle important dans la société, là. Oh oui, exactement. Et en plus de ça, ben, tu vois, Jimmy Chadwick a récolté le chèque de 500 000 dollars US remis euh, à la championne, en fait. Mais en plus de ça, elle, avec 11 autres pilotes, ont assuré leur présence pour la saison 2 de la série, puisque les 12 premières ne devront pas passer par le long processus de sélection, comme elles ont fait lors de la saison inaugurale. Uh-huh. Donc, Chadwick, en plus de Chadwick et Batsky Visser, il y a Alice Powell, Marta Garcia, Emma Kimmelainen, Fabian Volven, Miki Koyama, Sarah Moore, Vicky Peria, Tasman Pepper, Jess Hawkins et Sabre Cook qui sont automatiquement qualifiées pour la saison 2. Donc, elles ont déjà un volant assuré dans la W Series qui est en course de soutien de la DTM. Donc, c'est bien. Puis, il va y avoir 8 autres places qui vont se libérer, en fait, pour d'autres pilotes qui veulent tenter leur chance. Et j'espère que dès ces 8, on ne verra pas Carmen Jorda, qui est en fait la pilote espagnole qui a longtemps remis en doute l'intégrité des femmes dans la course automobile en disant qu'elles n'étaient pas capables de conduire en course automobile, alors qu'elle-même, elle n'a pas offert les performances requises et qui a été signé, je dirais, par erreur par Renault en tant que pilote de développement il y a quelques années. Donc, j'espère que la série va produire autant de bons spectacles la saison prochaine qui va nous amener aussi d'autres pilotes à découvrir dans cette série. Donc, je dois dire félicitations à toute l'équipe derrière cette série, entre autres à David Coulthard qui a eu l'idée, l'ancien pilote de Formule 1 qui est derrière ce projet en fait. Et je lui lève mon chapeau. Bon, j'ai pas de chapeau à côté de moi, mais bon, c'est symbolique, là, on va dire. Ben oui, c'est symbolique. C'est symbolique, donc chapeau David Coulthard. Et j'espère que la série va être très intéressante l'année prochaine. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin F1 un peu spécial. Évidemment, c'est les vacances. On va essayer la semaine prochaine de parler de McLaren et de leur présence en IndyCar en 2020 parce que ça a quand même été... Bon, moi, j'ai pas été surpris, mais pour certains, ça c'en était une, mais quand même, j'ai hâte d'en parler parce que j'ai hâte de voir McLaren en IndyCar et en Formule 1 l'année prochaine. Donc, soyez avec nous la semaine prochaine parce que évidemment on va aussi rendre hommage à Jules Bianchi vu que ce sera l'épisode numéro 17. Donc Marc-André va préparer un topo sur le pilote qui nous a quittés il y a de cela 4 ans de cela et dont
Et oui, déjà. Et donc, c'était le 30e anniversaire de naissance la semaine dernière. Donc, le 3 août, lors de la séance de qualification. Donc, on va prendre le temps de rendre un hommage au pilote français et qui est toujours dans le cœur de plusieurs amateurs de Formule 1, entre autres de Charles Leclerc. Donc, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Entre-temps, ben, je sais qu'on va être pas mal occupé, mais si vous voulez parler de Formule 1 ou débattre sur les notes, vous pouvez le faire sur nos comptes Twitter et Facebook. Twitter le bulletin F1 et facebook.com/bulletin F1. Évidemment, on a bulletinf1.com, mais je pense que comme en Formule 1, on prend aussi quelques vacances parce qu'on est quand même beaucoup occupé. Mais sinon, la semaine prochaine, on a le podcast. Et je dois dire tout de suite que pour le Grand Prix de Belgique, je ne serai pas là. Je serai à l'extérieur du pays. Donc, ce sera Marc-André ou Brian qui vont assurer la relève pendant mon absence. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous. Je suis votre animateur Abdoussal. Marc-André, merci d'avoir été là. Merci à toi, Abdou, encore. Puis je vais prendre le temps aussi de reposer ma gorge pour la semaine prochaine. Mais entre-temps, on continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Profitez de la semaine et amusez-vous bien. Salut tout le monde. Salut à tous.